On va passer tout de suite à la première séquence que l'on appelait critique culturelle, pour pas faire que littéraire, avec notre invité Laurent Micheli. Le titre, la doxa du Covid. Voilà, donc bonjour Laurent Micheli. Bonjour. Et tout de suite, avant de vous passer la parole, je vais vous faire un petit portrait, hein, c'était convenu entre nous, puisque j'ai repris un portrait qui est une interview qui a été délivrée le 1er octobre 2021 sur le site Science Critique. Donc, vous êtes spécialiste depuis de nombreuses années de la délinquance et des politiques de sécurité. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique CNRS. Vous menez depuis 2020, mars 2020, une enquête sur la gestion politico-sanitaire de la crise engendrée par la pandémie de Covid-19. Sous le feu de projecteurs et des critiques parfois virulentes, pour avoir mis en lumière une mortalité inédite liée à une campagne de vaccination massive contre le coronavirus, vous publiez en ce début d'année donc le premier tome d'un ouvrage collectif intitulé La doxa du Covid. Dans un article paru donc sur le site de Science Critique le 1er octobre, vous avez déclaré « Je ne suis pas du tout passé sans transition de la délinquance à la pharmacovigilance. Il faut comprendre le cheminement. J'ai commencé dès le mois de mars 2020 une enquête sur la gestion politico-sanitaire de la crise Covid, en publiant des épisodes de cette enquête sur le modeste blog Mediapart depuis 2009, que je tiens depuis 2009. Au bout de quelques temps, j'ai identifié ce que j'appelle la doxa du Covid, une narration globale de la pandémie dont je conteste globalement le bien fondé. Cette histoire qui nous a été racontée depuis le début consiste en 4 affirmations centrales. Premièrement, un virus horrible se répand partout sur la planète et nous risquons tous de mourir. Deuxièmement, on ne sait pas comment l'arrêter ni comment soigner les gens qui l'attrapent. Troisièmement, la seule chose à faire est, sur le modèle chinois, de confiner la totalité de la population et de réduire au maximum les contacts entre les êtres humains. Et quatrièmement, nous ne pourrons retrouver une vie normale que quand nous disposons d'un vaccin. Le vaccin est donc présenté comme le sauveur de l'humanité depuis le début. Il est évidemment interdit de critiquer le sauveur de l'humanité. Voilà toute l'affaire. Fin donc de ce portrait dans Science Critique. Donc la première question, alors pour bien sûr compléter cette présentation, la première question que je voulais vous poser, c'est en fait dans cet ouvrage dont le premier tome va sortir, il s'agit d'une synthèse de certains épisodes qui ont été donc publiés antérieurement et peut-être remaniés, donc avec y compris un focus sur ceux qui ont été dépubliés sur Mediapart. Donc voilà, première question donc, est-ce que c'est une synthèse, c'est augmenté et le fond du sujet est-il déjà bien présenté? Ok, merci beaucoup Luc. Alors l'histoire est la suivante. Je souhaitais évidemment terminer cette enquête que je mène depuis donc bientôt 2 ans avec avec tout un ensemble de collaborateurs qui sont qui sont quasi exclusivement des collègues universitaires ou des médecins. Cette enquête, vous le savez, s'était déployée sur le blog que je tenais sur Mediapart. Je dis tenais parce que je vais bientôt en partir. À force d'être censuré, on finit par être écœuré, bien sûr, et on s'en va ailleurs lorsqu'on n'est plus le bienvenu. Donc au total, il y a eu 70 en fait articles. Et j'ai publié 46 autres personnes, donc universitaires et médecins pour la plupart. On va avoir 2 d'entre eux qui auront la gentillesse de tout à l'heure de venir nous faire un petit coucou. Et donc voilà, je voulais évidemment terminer en faisant un livre, une espèce de best-of, si vous voulez, de cette série. Donc j'ai retenu 40 épisodes sur les 70 et je vais publier une trentaine d'auteurs. Et puis, j'ai commencé à écrire une introduction générale, bien sûr, à tout ça. Et puis, au fil de l'écriture, cette introduction générale qui est devenue, au fond, ma façon, pour le coup, à moi, d'essayer de comprendre globalement ce qui nous est arrivé depuis 2 ans, c'est devenu tellement gros qu'avec mon éditeur, nous avons décidé de faire 2 tomes. Donc, il y a un premier tome qui paraît cette semaine. Je pense même qu'aujourd'hui ou demain, il doit être disponible chez le diffuseur Pollen. Et puis dans 1 mois paraîtra le tome 2. Le premier, c'est un petit livre, un format 128 pages. Le deuxième, ce sera un gros bouquin entre 450 et 500 pages, avec donc 30 auteurs, une quarantaine de chapitres. L'ensemble restituera assez bien cette enquête. J'ai évidemment gardé tous les textes de fond. J'ai enlevé ce qui relevait plus, on va dire, de textes plus de circonstances. Voilà, si vous voulez. Donc j'en suis extrêmement heureux, très fier.
extrêmement reconnaissant à tous les collègues qui ont travaillé avec moi, puisque mon blog de Mediapart finissait par fonctionner, si vous voulez, un peu comme une espèce de mini revue en ligne, quoi, où je publiais les autres, où j'ai mené des entretiens de fond avec toute une série de personnes dont je suis allé chercher l'expertise, parce que évidemment, moi tout seul, j'étais bien loin de pouvoir comprendre tout ça. Donc voilà un petit peu le projet éditorial global. Un petit livre donc qui sort cette semaine, pas cher, destiné aussi aux gens qui n'ont pas l'habitude d'énormément lire et qui pourront néanmoins s'approprier ça. Il sera en format papier, en format électronique, et puis un gros livre, plus de fond, plus pour les chercheurs et les professionnels de santé, qui paraîtra dans un mois. Voilà, donc on vient de voir et on mettra effectivement au besoin le lien pour l'article qu'on consacre spécifiquement donc à la doxa du Covid sur Média Plus, un article donc à part de cette journée, qui sera donc aussi alimenté, si vous le voulez bien, puisque j'ai déjà publié une série du coup de liens sur le blog de Mediapart, et on verra s'il disparaît, comment on va pouvoir aussi les conserver, puisque ces articles mêmes font partie de l'histoire donc de la Covid, et on en a publié sur Média Plus certains, dont d'ailleurs les 3 qui ont été censurés, on les a republiés avec l'accord aussi des autres partenaires. Voilà, donc un des thèmes qu'on a pu voir 4, aborder. finalement. 4, oui, tout à fait. Autant Mediapart pour moi. nous a censuré 4 fois, et pas Voilà, que moi, a censuré 4 universitaires à 4 reprises. Ils savent mieux que nous des universitaires dont c'est la spécialité. Voilà. Et je peux effectivement confirmer que même nous de notre côté, on a essayé de rentrer en contact avec Mediapart par le biais, y compris en interne, puisque voilà, on a les moyens de pouvoir contacter les journalistes, et on a silence radio, puisque les seuls communiqués qui sont parus sur Mediapart, c'était des justificatifs pour expliquer pourquoi on appliquait la charte de Mediapart, y compris dans ce cas-là, sans donner d'explication, et que d'après je sais, vous n'avez pas eu aujourd'hui de contact, vous avez demandé à rentrer en contact avec l'équipe de rédaction, et pour l'instant, il n'y a eu aucun accord pour pouvoir discuter sur le fond. Rien. Non, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas. Il faut vraiment que les gens voient ça. J'ai pris contact à plusieurs reprises, non seulement avec évidemment la partie rédaction des blogs sur Mediapart, mais également avec Edgy Plenel que j'ai déjà rencontré par ailleurs, avec Fabrice Arfi. J'ai vraiment essayé de discuter avec les gens qui m'ont systématiquement pris de haut, pas répondu, c'est-à-dire pris de haut. Voilà, c'est une forme de mépris. Et je peux même préciser que j'ai repris contact il y a très très longtemps, au tout début, et j'ai renouvelé ma recherche de contact au début de l'été dernier, 2021, lorsque je m'apprêtais à attaquer la question du vaccin, où je me doutais bien qu'évidemment ça allait là aussi faire grincer beaucoup de dents. Je me doutais pas que ce serait à ce point-là, je dois dire. Mais bon, je me doutais que ça passerait pas crème, comme diraient les jeunes. Et donc là aussi, j'ai renouvelé les contacts. Et là non plus, rien du tout. Rien du tout. Mais quand on voit par ailleurs, enfin, on va pas non plus rester sur Mediapart longtemps, mais quand on voit par ailleurs l'espèce de jusqu'au boutisme qu'ils ont, en particulier dans l'espèce de chasse à l'homme qu'ils mènent sur Didier Raoult, on comprend que c'est quelque chose qui est complètement, vous voyez, ce sont des œillères et ils peuvent pas en sortir. C'est un fonctionnement extrêmement idéologique en réalité. Alors justement, il y a un des thèmes que vous avez abordé sur les blogs, et du coup, je pense qu'il sera réabordé dans le livre ou dans les tomes, c'est celui des traitements précoces dont on parle justement aujourd'hui beaucoup, puisque on va s'apercevoir qu'il existe maintenant des superbes traitements précoces, des traitements qui vont être vendus donc bientôt ensuite et en alternative au vaccin. Et notamment, vous avez dès le départ expliqué que ce sujet était masqué par la polémique avec le Didier Raoult. Est-ce que on peut approfondir un petit peu ce sujet? Oui, tout à fait. Alors c'est une question majeure, évidemment, absolument majeure, à tout point de vue, c'est-à-dire d'un point de vue médical, du point de vue du soin médical, du point de vue de l'éthique médicale. C'est une question morale, voilà. C'est une question stratégique, globale. C'est vraiment quelque chose de très important. Finalement, quelle est la première spécificité, j'ai envie de dire, de cette gestion de l'épidémie, pas de l'épidémie elle-même, mais de cette gestion. La première spécificité par rapport à tout ce qu'on a connu avant, c'est celle qui a consisté pour beaucoup de gouvernements et derrière eux pour beaucoup de journalistes, au fond, à essayer de faire croire que on ne peut rien faire, on ne peut pas soigner l'infection par le SARS-CoV-2 qui provoque donc une maladie qu'on appelle Covid, dans des formes très différentes, mais et de gravité très différentes. Mais la première chose, mais qui est
en réalité juste incroyable. C'est la première chose sur laquelle on devrait réfléchir. Et au lieu de réfléchir, je considère en effet que, et c'est une des raisons majeures, peut-être la première même raison pour laquelle je me suis lancé dans cette enquête, c'est que c'est quelque chose que je trouvais intellectuellement incompréhensible et par ailleurs moralement incompréhensible. Comment peut-on penser à la fois qu'on ne peut rien faire et par ailleurs penser qu'on a le droit de rien faire et de pas faire tout ce qu'on peut. Bon, c'est quelque chose qui est à mes yeux totalement incompréhensible. Et je me suis assez vite rendu compte, on va dire, que l'espèce d'énorme polémique autour de Didier Raoult a constitué en fait une diversion. En tout cas, moi, je l'analyse comme ça, une énorme diversion à laquelle il a parfois contribué lui aussi, nolens volens, de par ça. Et la diversion est la suivante, c'est celle qui consiste à concentrer le débat, la réflexion des gens, leurs émotions, leurs argumentations, bref, tout ce qui rentre en ligne de compte dans leur fonctionnement cérébral, à le concentrer sur la personne de Didier Raoult, en se demandant au fond si la personne était crédible ou pas, si la personne méritait d'être écoutée, etc. Ce qui est le fond de la diversion et ce qui est le fond de l'erreur dans laquelle on nous a tous empêtrés. Parce qu'évidemment, quand on rentre dans une erreur, on va rien trouver, on ne peut jamais en sortir, puisque dès le départ, ces choses sont biaisées. Donc c'est une espèce d'immense diversion dans laquelle on a vu les gens se mettre à discourir de qui était Didier Raoult, de s'il était crédible ou pas, si par ailleurs quand même il n'était pas un peu mandarin, un peu macho, un peu ceci, un peu cela. Ce qui en réalité n'a absolument aucun intérêt. Absolument aucun intérêt. La personne, c'est ni gentil ni pas gentil pour lui, c'est que juste la personne, on s'en fiche. Ce qui compte, ce sont ses idées. Et en l'occurrence, c'est quelqu'un qui, dès le départ, a pris, et encore jusqu'à aujourd'hui, a pris des positions en termes de stratégie de santé publique. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça qui devrait tous nous intéresser. Or, ce qui se passe depuis la fin du mois de février 2020, ce n'est pas ça. C'est une espèce d'océan de publications, essentiellement d'articles médiatiques, articles, sujets, sons, images, tout ce qu'on veut, qui sont tous concentrés sur la personne, la personnalité. Au fond, c'est comme si on n'avait jamais été capable de dépasser ce que j'appelle le stade people d'une controverse. Ce qui là aussi est ahurissant, est juste ahurissant. Mais c'est un fonctionnement global qu'on a vu tout au long de cette crise. Et j'en ai moi aussi été victime, et beaucoup d'autres parmi nous. C'est-à-dire que non seulement un certain nombre de politiciens, mais surtout massivement les journalistes dits mainstream, et par ailleurs évidemment tous les influenceurs qui se déchaînent sur les réseaux sociaux, ont adopté cette stratégie, cette tactique de guerre, qui consiste, pour ne pas avoir à discuter des idées de quelqu'un, à attaquer tel ou tel élément de sa personnalité. Voilà. Plutôt que de se demander si ce monsieur a des arguments et qui sont justes ou pas, on va dire, regardez ce monsieur, il a l'air ceci, il a l'air cela, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Plutôt que de lire le contenu d'un article, on va dire, oui, mais attendez, c'est quoi la revue dans laquelle cet article est publié? Ce qui permet de pas dire un mot du contenu de l'article, etc. Ce sont véritablement des techniques de propagande. Ce qui est sidérant, c'est d'avoir vu la quasi-totalité des journalistes français se mettre à fonctionner comme ça, avec en tête les fameux fact-checkers, dont moi j'estime qu'aujourd'hui que c'est le cache-misère de la crise profonde du journalisme, une espèce de journalisme low cost en réalité, avec des gens qui prétendent trancher le vrai du faux sur n'importe quel sujet, alors que fondamentalement ils connaissent rien à la totalité des sujets qu'ils abordent. C'est quelque chose qui est proprement sidérant et qui vampirise au fond, on a l'impression, tout le débat public, en tout cas dans son aspect médiatique, mais qui est évidemment l'aspect central, puisque tout n'existe que dans une espèce de bulle, de bulle médiatique. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous a beaucoup occupé. Vous verrez que dans le tome 2 du livre, qui est composé de 6 parties, la première partie, c'est sur la controverse Raoult, et derrière ça, la guerre du médicament, bien sûr, puisque cette controverse, encore une fois, c'était une diversion, comme je dis, ça cherchait donc à détourner l'attention de ce qui était l'essentiel. Et l'essentiel n'était pas de savoir si monsieur Raoult est sympathique ou pas. On s'en contrefout. Il faut être très très clair. Vraiment, on s'en contrefout. La question fondamentale était de savoir si on peut soigner les gens et s'il faut le faire tout de suite. C'est donc la question des traitements précoces.
Et ce que beaucoup de gens n'ont pas vu ou ne veulent pas voir, c'est que l'IHU de Marseille est très loin d'être la seule équipe de médecins à avoir dit qu'il faut soigner les gens très vite et que quand on le fait, on a d'excellents résultats et on permet d'empêcher l'hospitalisation dans la plupart des cas et a fortiori les décès. Bon. Il y a quantité d'autres médecins qui l'ont dit. D'abord, on se souvient chronologiquement, très vite, il y avait la pétition qui a été lancée par Monsieur Douste-Blazy et par le professeur Perron. Ensuite, il y a eu la création de l'association Laissons les médecins prescrire. Il y a dans de nombreux départements quantité de collectifs de soignants qui se sont montés également cette question-là. J'en ai interviewé pour ma part plus d'une dizaine uniquement sur cette question-là, à la fois en métropole et en Guadeloupe l'été dernier. Il y a en réalité tout un tas de médecins qui, la plupart du temps, sans le dire, presque en se cachant, soignent les gens précocement. Pourquoi en se cachant? Parce qu'ils sont systématiquement, lorsqu'ils prennent la parole dans les médias ou lorsqu'ils apparaissent dans l'espace public, ils sont poursuivis par l'ordre des médecins. Poursuivis par l'ordre des médecins, juste parce qu'ils ont dit publiquement qu'ils soignaient les gens. Bon. Et il y a par ailleurs quantité de traitements. Il n'y a pas uniquement la combinaison, la bithérapie de l'IHU de Marseille, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Il y a l'azithromycine, bien sûr, parce que c'est l'antibiotique de la famille des macrolides qui est centrale dans la lutte contre l'inflammation que constitue la Covid. Bon. Mais ça, c'est essentiel et c'est par ailleurs essentiel également dans la critique qu'il faut absolument développer vis-à-vis de ces gouvernements qui ont réussi à imposer cet élément de la doxa consistant à dire on ne peut rien faire, qui est une aberration en réalité. Et je détaille ça dans le livre. Ces gens qui ont dit qu'on ne peut rien faire et qui ont dit aux gens restez chez vous, reposez-vous, prenez du Doliprane et si jamais ça dégénère, vous appelez le 15. Tout en disant par ailleurs, nous n'avons qu'une seule crainte, c'est que l'hôpital et les urgences soient submergés. Qui ne voit la contradiction dans les termes mêmes. Voilà, et on le sait. Je ne fais rien je ne fais rien, mais j'ai peur que ça dégénère. Oh, puis j'ai peur. Enfin, c'est une contradiction dans les termes mêmes. L'exclusion de la médecine de ville est la faute originelle de tous ces gouvernements. Voilà, c'est ça, c'est le traitement. On parle médicament traitement, mais on parle aussi de protocole. Donc des protocoles classiques de voir son médecin, de vérifier effectivement et de démarrer, pourquoi pas, des solutions et en tout cas des préconisations surveillées et entretenues avec quelqu'un de proximité. C'est ça aussi qui a fait défaut. Un, pas de médicaments. Deux, pas non plus de solutions et on attend les urgences en sachant très bien que depuis des années, on a des reportages qui existent depuis 10 ans. Chaque année à cause de la grippe, les urgences sont submergées et on a une crise de l'hôpital. On tient aussi à le raconter qui est déjà donc ancienne et les urgences, faut le rappeler, avant la crise donc de la Covid, on avait effectivement une crise de l'hôpital qui était bien présente et ça n'a fait que révéler encore plus et encombrer. Alors justement, le mot peur a été employé et une des notions effectivement mentionnées dans le sous-titre de votre livre, c'est justement cette notion de peur, la peur entretenue, et notamment par l'incantation des statistiques de mortalité. Alors là aussi, est-ce qu'on peut faire un petit point sur cette histoire de chiffres, de nombres et la manipulation qu'il y a pu y avoir sur les statistiques? Oui, volontiers. La peur est centrale. La peur est première. L'ensemble de ce que nous racontons dans ces deux tomes, la façon dont nous décortiquons au fond les manipulations de l'opinion publique qui ont eu lieu, les mensonges répétés, la désinformation, toutes les formes de propagande qui ont été utilisées, et de manière classique. Dans plusieurs articles, j'ai tout simplement utilisé les manuels de psychologie sociale sur les formes de propagande pour montrer comment on retrouve toutes les choses qui sont connues et décrites depuis très longtemps. Bon, donc la peur est absolument première. Pour faire accepter tout ce qui a suivi, il fallait que les gens soient terrorisés et que se disent qu'on n'avait pas le choix. Voilà. Alors la peur, nous en reparlerons tout à l'heure avec ma collègue Juliette Rouchier, qui vous parlera de ces modélisateurs Monsieur Ferguson en Angleterre et ces émules français ou dans d'autres pays, et repris par ailleurs et validé par le tampon de l'OMS, qui nous annonçait que on aurait dans tel pays 500 000 morts, et puis que c'était qu'une première vague, parce que par ailleurs il y en aurait d'autres qui reviendraient à chaque fois que la population se relâcherait, puisqu'on prétendait aussi faire gober ça. C'est un autre bobard de cette épidémie, consistant à dire que la circulation de l'épidémie est liée au fond au comportement en plus ou moins bon citoyen des gens. Voilà. Donc si vous êtes des petits enfants passage, que vous vous relâchez, que vous faites trop la fête, oh là là, le virus va repartir.
alors que si vous restez bien gentiment enfermé chez vous, caché sous votre lit, le virus ne bougera plus. Hein, voilà. Bon. C'est ce genre ce genre de sottises, hein, et de choses de petits enfants qu'on nous a fait gober depuis 2 ans. Donc la peur était première. Alors il y avait ces projections mathématiques délirantes qui sont juste des calculs d'ordinateur, hein, qui sont déconnectés en réalité de toute véritable connaissance épidémiologique en réalité. Hein. Il y avait ça, puis ensuite bien sûr il y avait l'utilisation d'abord donc de cette métaphore des vagues qui était censée revenir à chaque fois qu'on se relâchait. Ensuite, lorsque l'IHU de Marseille a identifié les variants et nous a expliqué qu'on n'avait pas des vagues successives d'une même épidémie, mais qu'on avait plusieurs épidémies provoquées par des variants différents, qui ont les variations ayant elles-mêmes plusieurs causes. L'histoire naturelle du virus, les échanges interespèces, l'utilisation de certains médicaments qui peut, à son tour, y compris éventuellement de la vaccination, voir l'article du généticien moléculaire Christian Vélo dans le tome 2 du livre. Donc dès qu'on a identifié ça, on a bien vu comment la propagande gouvernementale s'en est immédiatement saisie pour faire de l'arrivée de chaque nouveau variant une nouvelle terreur. Donc le variant anglais arrivé, mon Dieu, c'était la nouvelle catastrophe. Le variant sud-africain arrivé, c'était l'horreur. Le variant indien arrivé, c'était l'horreur. Aujourd'hui, c'est Omicron, etc., etc. C'est systématiquement la même dynamique. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que lorsque vous avez une fois une façon de faire, puis complètement différent une autre, etc. Ok, vous vous dites qu'il y a des gens qui ont réfléchi peut-être entre-temps, qui ont tiré les leçons d'une expérience, qui sont dans une démarche empirique, modeste, on apprend, on s'adapte. Ce n'est pas ça du tout qui se passe en France et dans d'autres pays. Ce n'est pas ça du tout qui se passe, c'est une politique univoque, toujours la même, un discours univoque, toujours le même, qui va toujours plus loin. Un espèce de jusqu'au boutisme, on ne se retourne jamais en arrière, on ne regarde jamais ce qu'on a fait, on ne reconnaît jamais aucune erreur, on ne tire pas les leçons du passé, on va toujours plus loin en avant, jusqu'où certains pensent jusqu'à, j'imagine, une grande victoire, ou dans le mur, ça c'est l'avenir qui le dira, j'ai pas de boule magique. Mais voilà, cette peur, c'est la base de tout, parce qu'elle a évidemment permis de démultiplier la puissance des mécanismes de conformisme et de soumission, qui sont par ailleurs des mécanismes inhérents à la vie sociale. Moi je raconte ça lorsque j'ai eu l'occasion de faire quelques cours de sociologie générale, première leçon à mes étudiants, la vie sociale repose sur le conformisme. Bien sûr, il est nécessaire à l'organisation et à la fluidité, si on veut, de la vie sociale. Mais la peur est venue ici maximiser ce conformisme en mettant évidemment une pression de conformité énorme sur les gens et partout et dans tous les métiers, y compris le nôtre, les métiers scientifiques, les métiers de la recherche. On a parlé de la situation des médecins tout à l'heure, des soignants, pression énorme mise sur eux, au sein même des journalistes, de l'univers journalistique d'ailleurs. Hein. Il y a eu évidemment un certain nombre de personnes un petit peu plus lucides que les autres qui ont dit, enfin, quand même, c'est un peu gros ça, ou quand même bidule, machin. Pareil, pression pour se taire. Et puis, donc, ça a démultiplié la force de ces mécanismes, je disais, de conformisme et de soumission à l'autorité, pour utiliser là aussi un grand classique des recherches en psychologie sociale, les recherches de Stanley Milgram. Les recherches sur le conformisme, les recherches les plus connues sont celles de H dans les années 40, et ensuite les recherches de Milgram dans les années 60 et 70, qui ont bien montré les mécanismes de cette soumission à l'autorité, en particulier lorsque l'autorité est incarnée par la science, précisément. Hein, et par la personne en blouse blanche qui vous dit que tout ça est fait au nom de la science. Bon. Voilà, donc c'est ça que nous avons, et le résultat, c'est si je devais le dire de manière triviale, ce comportement incroyablement moutonnier, incroyablement soumis, et qui est absolument général. C'est-à-dire que tout ça a transcendé les classes d'âge, les milieux sociaux, les croyances, les appartenances politiques, religieuses, que sais-je. C'est fascinant. Voilà. Alors, on vous a donné la possibilité d'inviter justement deux des co-auteurs, Oui. hein, des épisodes, hein, parmi les 40-46 que vous citiez. Je rappelle aussi au passage que vous êtes à l'initiative donc d'une tribune qui a vu 2800 chercheurs, médecins, scientifiques aussi signés, donc qui a été publié sur Quartier Général. Voilà, il y a différents épisodes. On voit effectivement qu'il y a quand même des
certains résistants à la doxa qui s'organisent au niveau français, au niveau d'autres pays. Je pense que vous allez aussi un jour nous présenter une démarche internationale. Donc là, je voudrais quand même donner la parole, enfin en tout cas vous permettre de donner la parole à deux de vos co-auteurs qui vont nous rejoindre. Donc je vous laisse les présenter, hein, donc pour qu'ils puissent après chacun leur tour faire 5 minutes de présentation de leur sujet et après on revient ensemble pour un petit débat sur l'actualité vraiment de cette semaine. Donc je vous laisse présenter d'abord Juliette Rouchier et après Clément Schouler. Merci beaucoup. Et ben donc Juliette Rouchier, qui est directrice de recherche au CNRS et économiste. Tu nous entends bien? Oui. Parfait. Bon, et ben merci infiniment d'être venu participer à cette petite émission. Et donc je te laisse faire une petite présentation de ta contribution à notre travail collectif. Oui. Alors donc pour préciser la présentation de mon travail, c'est qu'en fait j'avais déjà 2 branches de recherche qui se sont réveillées et qui ont été sollicitées immédiatement dès mars 2020 par la situation. C'est qu'en fait je travaille avec des simulations agents qui sont exactement les modèles qui sont utilisés par les épidémiologues du début, en tout cas. Ferguson, la première prédiction, elle était basée sur le type de modèle que je connais, donc je connaissais parfaitement les limites de ce type de modèle en diffusion. Et le deuxième truc, c'est que je travaille depuis quelque temps quand même sur la disqualification des chercheurs pour les faire taire dans les controverses scientifiques. Donc forcément, il y a eu deux choses qui sont sorties en même temps qui ont permis que je m'intéresse au sujet. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'au début, quand le papier de Ferguson est sorti, dans notre communauté, il y a eu beaucoup de discussions sur des listes de discussions. Et tout le monde n'était pas d'accord pour savoir si, oui ou non, on a le droit d'utiliser ce type de modèle pour faire de la prédiction. Moi, je pense que pas du tout. Et en particulier parce qu'il y a beaucoup d'approximations dans les modèles qui peuvent les rendre intéressants pour réfléchir, mais pas du tout possible. Et en plus, c'est des modèles excessivement complexes où on n'arrive pas bien à tracer les causalités de comment est-ce qu'on obtient un résultat ou pas. Et donc, voir trop grand, c'est pas très très bon. Et par contre, personne ne l'a vraiment dit dans le monde réel, je dirais. Et donc, moi, je me suis dit, je vais commencer à expliquer ça. Et donc, j'ai fait un petit papier dans AOC où, en fait, il y a 3 grandes idées que j'avais mis en avant. C'était déjà, si on ne connaît pas la forme des réseaux, on ne peut pas prévoir quoi que ce soit. Il peut y avoir vraiment d'immenses différences dans la diffusion. Parce que, finalement, il y a eu 2 phénomènes vachement importants. C'était le clustering, enfin les clusters, et le super spreading, c'est-à-dire des individus qui ont infecté beaucoup de gens à des occasions de travail ou n'importe quoi. Et ça, c'était impossible à identifier dans les modèles qui avaient été fabriqués puisqu'ils avaient toujours le même nombre de liens. Tous les individus représentés avaient exactement le même nombre de liens. Donc, on n'avait pas le phénomène de gens qui peuvent avoir des impacts très importants à un moment. Après, on ne savait pas en combien de temps est-ce que 350 000 personnes seraient mortes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de temporalité. Donc, ça pouvait être 5 ans comme 3 mois. C'est-à-dire que ce n'était pas quantifié réellement. Et il n'y avait pas de vision spatiale aussi. Alors ça s'est répété pendant pas mal de fois et c'était un peu embêtant. Il n'y avait pas de vision qui permettait de considérer. Enfin, tout a été fait comme si c'était une épidémie nationale, comme si on était plus ou moins rapidement tous en contact les uns avec les autres. Alors qu'on a très bien vu qu'il y a eu des zones qui étaient très touchées et d'autres où il n'y avait carrément pas le virus. Et donc ça pouvait poser des problèmes aussi techniques d'avoir des visions trop globales, quoi. Donc tout ça, c'était quand même assez critique. Il y a une autre personne qui a signalé ça, c'est un sociologue. Enfin, lui, il a parlé vraiment des réseaux, il a fait tout un travail autour des réseaux pour montrer que si les réseaux sont hétérogènes ou homogènes, on n'a pas la même chose. Et ça, c'était avant. C'est-à-dire, c'est quand on connaissait déjà ces modèles-là, on pouvait dire non, mais il y a un problème fondamental. Et après, à la fin de la première vague épidémique, comme on dit, il y avait quand même un truc, c'est que dans nos modèles, moi j'en ai fait plein du fait qu'il y avait ça, dans les modèles, quand on arrête le confinement, ça remonte. C'est-à-dire si on a des modèles simples où le virus il est toujours le même, et où il n'y a pas en fait finalement ce qui s'est révélé être des épidémies successives qui s'autorégulaient, qui duraient 6 à 8 semaines, et où finalement le virus perd un peu en diffusion dans le temps naturellement, quoi qu'on fasse, ce qui s'est vu en Suède déjà, puis ce qui finalement a fini par se révéler dans le temps, mais qui était défendu ex ante par plein de gens. Si on fait pas ça, ça remonte toujours, toujours, toujours. Et donc, si on garde ce type de modèle, c'est faux, ils sont faux, puisque c'est pas ce qui s'est passé. Dès la première vague, c'est pas remonté tout de suite. On a eu une seconde épidémie 2 mois après, ou 1 mois et demi après. C'est pas la même chose. Donc, il fallait les réviser. Et non, ça, c'était pas possible, parce que ces modèles étaient vrais. Et c'est là où ça a commencé à devenir intéressant, c'est que, à partir de septembre, les mêmes prédictions sont revenues. 400 000 morts de nouveau. Et avec alors là, c'est plus exactement les mêmes modèles, mais on obtenait les mêmes résultats.
Et il n'y avait pas plus de subtilité dans les descriptions. Et pourtant, il y avait eu pas mal de gens, même assez sérieux. Il y a même un prix Nobel qui a été lui aussi largement autant méprisé que Laurent. C'est un Anglais qui s'appelle Leavitt et qui, lui, dès le début, avait justement démontré que c'était pas des courbes exponentielles, mais que c'était des courbes qui s'autorégulaient, qui redescendaient, quoi. Bon, bah ça, c'était pas du tout pris en compte. C'est-à-dire la dynamique du virus en lui-même n'a pas du tout été intégrée dans les modèles. Ensuite, il y avait le fait quand même qui était assez important à ce moment-là, c'était bon, tous les enfants ne transmettaient pas et n'étaient pas infectés. Et il y avait plein d'autres gens en fait qui étaient déjà résistants. C'était estimé à 25% à peu près en Angleterre. Bon, bah pareil, ça n'a pas du tout été pris en compte. Et ça, c'était plutôt des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu des bonnes nouvelles qui ont été annoncées ou découvertes par des données scientifiques, finalement, elles n'ont pas été intégrées dans les modélisations. Alors moi, j'ai un peu regardé comment ça pouvait fonctionner, c'est-à-dire que par le côté social, je suis allée dans les séminaires, j'ai essayé de communiquer avec les collègues qui sont pour leur dire mais je ne comprends pas ce que vous faites, pourquoi vous faites des trucs nationaux et pas régionaux. Enfin bon voilà, j'ai essayé de travailler autour du sujet avec les collègues qui eux-mêmes étaient assez publics. Hein. Il y avait deux personnes assez publiques. Et bon, et déjà discuter du fait, mais comment vous pouvez dire que votre modèle, il était vrai alors qu'il a tout fait faux. Ah, bah, il aurait été vrai si on n'avait rien changé dans le monde. Ah, d'accord. Et en fait, ça, c'est indémontrable. Mais c'est resté une rhétorique qui est encore là, chez ces gens-là. Bon. Après, il y avait l'idée que tout ce qui sort de l'Institut Pasteur, c'est vrai. Et ça, quel que soit ce que dit l'Institut Pasteur, et même s'il ne le justifie pas. Donc, si on entend qu'il faut être 6 à table maximum, il n'y a pas de modèle derrière, on ne sait pas d'où ça vient, c'est vrai quand même. Alors ça, c'était assez intéressant. Et faut que tu conclues, Juliette. En gros, ça a été ça toute la discussion. En fait, j'ai passé mon temps à essayer de comprendre pourquoi aucune des données de ce qui était appris dans le monde réel ne s'intégrait dans les modèles. Alors bon, moi j'ai des interprétations, ça je les mets dans la documentation. Je pense que l'omniprésence des physiciens, c'est vachement important parce que finalement, c'est des physiciens qui sont venus parler du monde social. Et ça fait quelques années quand même que dans la modélisation, enfin c'est des physiciens, les épidémiologues en général, ils viennent de la biologie, de la stat et de la physique. Et donc en fait, ils estiment qu'ils ont un droit de quasi-impérialiste de parler de domaines que nous on connaît quand même, dont on connaît beaucoup de détails et où on peut leur pointer les problèmes. Et ben ça n'intéresse pas. Et donc en fait, et là je regarde en ce moment, mais ça sera peut-être discuté après. Et ben ils redisent encore les mêmes choses et ils ont encore les mêmes façons de présenter les problèmes. Bon, après, il y a le deuxième truc, le dernier que je tiens à signaler, c'est quand même que le chercheur ne fait pas la distinction, à l'heure actuelle, je crois, la majorité des chercheurs, entre donner son avis et faire de l'aide à la décision. Et ça, c'est quand même pas ça, c'est très embêtant, parce que l'aide à la décision avec des données scientifiques et de la connaissance, c'est quand même un truc très, très spécial. Visiblement, cette culture-là n'existe pas dans notre pays. Voilà, ça, c'est des choses qu'on a pu découvrir. Mais voilà. J'ai conclu, j'ai peut-être pas tout dit, mais Merci beaucoup. Merci beaucoup. Luc, comment J'entends pas. C'est pas le son. Oui, mais c'est bon. Donc on passe tout de suite à Clément. Après, donc aussi pour une petite présentation. Okay. Puis on revient tous les trois. Vous serez tous les trois et je poserai 2-3 questions, surtout sur la situation d'aujourd'hui. Donc la parole est à Clément. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole, de votre invitation. Merci à Laurent Mucchielli, parce que je pense que son initiative est quand même super intéressante et elle permet d'aboutir à cette publication aux éditions éoliennes de Bastia, qui va permettre effectivement de rendre public toute cette réflexion critique que finalement Laurent Mucchielli a permise en développant son discours à travers son blog en particulier, mais à travers d'autres canaux depuis le début de cette crise épidémique. Alors moi déjà, je voudrais quand même un peu me présenter parce que j'ai un profil quand même un peu atypique, puisque je ne suis pas chercheur, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas médecin. Je suis un praticien du droit, un modeste praticien du droit, si je puis me permettre. Je suis magistrat, mais je suis surtout, depuis de nombreuses années maintenant, militant au syndicat de la magistrature. Et c'est d'ailleurs un peu par ce biais que j'ai rencontré Laurent Mucchielli il y a de nombreuses années. Et le syndicat de la magistrature, c'est quand même une organisation un peu particulière, puisque c'est une organisation syndicale de magistrats qui a dans son objet social et dans son histoire également la défense des libertés. Et d'emblée, dans cette affaire,
ce qui est apparu comme étant massif, troublant, inédit. C'était pas, pour moi en tout cas, et pour beaucoup d'autres juristes, le fait sanitaire. C'était la suspension des libertés individuelles. Et d'emblée, j'ai participé à l'élaboration d'un texte qui mettait en lumière le fait qu'il y avait une disproportion qui apparaissait comme étant énorme entre la réalité épidémique et la suspension massive des libertés individuelles, et même, je dirais même, l'inversion des principes de droit, puisqu'on est dans un système où classiquement la liberté est le principe, limitation de liberté l'exception, et que là, tout d'un coup, par l'effet d'un simple texte réglementaire, on disait la totalité des libertés sont suspendues, et par exception, vous pouvez éventuellement, de temps en temps, dans certaines circonstances déterminées, sortir de chez vous, puisque c'était de ça dont il s'agissait, hein, c'est-à-dire une assignation à résidence massive de la totalité de la population, prise dans le cadre d'un droit d'exception qui, tout à coup, devenait tout à fait inédit, puisque jusqu'à présent, on avait assisté à l'émergence depuis quelques années de lois d'exception en matière antiterroriste, dans différentes matières de maintien de l'ordre. Mais là, c'était l'ensemble de la population, tout à coup, qui se trouvait confrontée à une suspension des libertés qui faisait évoluer complètement notre système de droit vers autre chose. Alors voilà, donc ça, c'est le premier texte auquel j'ai participé. Le deuxième texte auquel j'ai participé, dont j'ai été l'auteur, c'est un texte qui aussi s'interroge sur le fait qu'on est passé dans une autre réalité juridique, puisque, alors même qu'on a un corpus de droit qui depuis maintenant 30 ans prohibe les discriminations, et en particulier les discriminations en raison de l'état de santé, tout à coup, avec la législation sur le laissez-passer sanitaire et maintenant le laissez-passer vaccinal, hein, qui a été adopté définitivement par le Parlement hier, eh bien, nous avons un système où, à raison de l'état de santé, un certain nombre de personnes vont, beaucoup de personnes d'ailleurs, des centaines de milliers de personnes, peut-être des millions de personnes, sont privées d'accéder à un certain nombre de biens et de services aussi essentiels que le service de la santé publique, par exemple. Donc, on a là aussi un bouleversement massif de notre système juridique. Et tout ça s'est passé effectivement comme une lettre à la poste. Il fallait considérer que l'épidémie pouvait justifier que notre système de droit soit complètement bouleversé. Et c'est vrai que je pense que ça a été très intéressant, la dynamique qu'a impulsée Laurent Mukieli, parce qu'il a permis de réunir autour de lui aussi des juristes qui se sont émus de cette situation et qui ont considéré qu'elle présentait quand même un degré de gravité extrêmement important d'un point de vue de l'évolution de notre système. Alors il y a eu un troisième texte aussi, enfin deux autres textes qui s'intéressent, dont les auteurs sont les professeurs Negroni de l'université de Genova, qui est professeur en philosophie du droit, et également un texte du professeur Ségur de l'université Via Domitia de Perpignan, qui sont intéressés en des termes très intéressants au problème de l'obligation vaccinale, puisque là aussi, l'obligation vaccinale, c'est quelque chose qui est connu, qui a existé dans de nombreux pays, qui existe également en France, qui a existé en France et qui existe toujours en France. Mais là, un système tout à fait nouveau qui s'est mis en place parce que, alors même que l'autorité européenne des médicaments autorisait des spécialités prophylactiques contre le coronavirus à titre provisoire et à titre conditionnel, il s'est développé tout un tas d'institutions dont le laissez-passer sanitaire et le laissez-passer vaccinal font partie, qui ont maintenant clairement pour objet d'instituer une obligation vaccinale généralisée. Donc voilà l'ensemble de ces textes qui vont paraître dans ce second tome de cette publication dirigée par Laurent Mukieli, qui paraîtra donc aux éditions Éoliennes au mois de février. Donc je pense que le statut de cette publication va quand même être très très intéressant parce que dans cet océan effectivement de propos convenus, de conformisme qui a été bien décrit tout à l'heure par Laurent Mukieli dans son exposé, nous avons cette publication qui va être un peu un ovni, qui va être une publication critique, très argumentée, faite par des
des praticiens du droit, des praticiens de la santé, des universitaires, des chercheurs, qui nous permet de continuer à survivre dans une pensée critique, qui devient de plus en plus difficile à développer et à exprimer en ce moment. Merci beaucoup, Clément. Ok. Alors, Luc, on Alors, passe en... oui. Voilà. Alors bon, très bien, donc merci pour cette explication. Donc, on a tout petit peu dépassé, mais on verra qu'on a un des invités qui est malade aujourd'hui, Jean-Michel Wendling. Donc on va raccourcir sa séquence ultérieure. Alors la question, on le voit effectivement sur les statistiques, sur le droit, sur la sociologie, sur la médecine. On n'a pas de médecin là parmi nous, mais c'était le but du jeu. On en avait un après, mais je vous expliquerai sur quoi on va travailler. Voilà, la question que je vois, c'est la concordance des temps. On est le 17. Et le 17 devait normalement démarrer l'usage du pass vaccinal, hein, puisque c'était dans les programmations. Et là, un petit peu de retour, donc l'Assemblée, le Sénat, ils ont joué un petit peu les coudes. On rappelle aussi qu'on est dans un contexte politique particulier, puisqu'on est dans une année de multi-élections. Hein, donc là aussi, on sent qu'il y a ce contexte qui vient se rajouter à celui de l'année dernière. Hein, je crois que c'est quand même spécifique. Et ce que je vois en prenant une anecdote ce matin sur France Inter, en écoutant le journal de France Inter, c'est qu'on sent que certains journalistes, alors peut-être parce qu'ils sont touchés dans la famille. J'entendais donc la journaliste de France Inter qui disait quand même, on peut pas dire aujourd'hui que tout soit satisfaisant, la 4e dose, la 3e dose, certains hésitent. Donc il n'y a pas que aujourd'hui ce qu'on appelle les non-vaccinés qui vont être sujets à cette interdiction, mais demain il y a tous les déprogrammés. Donc ceux qui ont déjà une 2e dose, qui sont déprogrammés, dont leur passe sanitaire ne fonctionne plus. Et de plus en plus, on va avoir cette confrontation entre un nombre grandissant du coup de personnes qui, pour des raisons personnel, médical ou quoi que ce soit, vont s'intéresser à ne peut-être pas suivre les conseils de la vaccination, ceux qui résisteront à ne pas vouloir se faire vacciner, peu importe, et tous les accidents. Et ce qui est intéressant, c'est la notion du doute. J'ai employé dans mon édito la notion de doute, les coulisses du doute. Et là, on voit effectivement que les principaux amendements hier de l'Assemblée, c'était justement sur cette notion de ne pas autoriser des personnes non habilitées à demander l'identité sur simplement un simple doute. Hein, et donc le citoyen douteux pourrait permettre, s'il a une fonction d'organisation, alors je disais à l'entrée d'un colloque, à l'entrée d'un bistrot, à l'entrée d'une expertise, même à la rigueur, êtes-vous vacciné, pas vacciné, avez-vous un pass vaccinal, parce qu'on parle bien maintenant du pass vaccinal, et si j'ai le doute, eh ben je peux vous demander votre identité, pire à la rigueur, je peux même appeler les forces de police pour venir faire une vraie régularisation. Donc je pense qu'en même temps cet accroissement donc de diminution de liberté va en même temps de façon inversement proportionnelle avec la dangerosité du variant actuel qui, même s'il a été de façon contagiosité donc énorme, puisqu'on est passé à des taux jamais vus au niveau des tests, hein, plus de 350 000 tests par jour, ceci dit, en même temps, on n'avait pas la proportionnalité de l'entrée en hôpital, de l'entrée et de létalité non plus. Donc là, je pense que chacun peut se rendre compte que là aussi, entre les chiffres, mais par contre la réalité, on n'a pas eu la conséquence de 10 ou 20% de cas testés qui qui rentrent à l'hôpital. On a eu 0,1% de gens qui sont entrés à l'hôpital. Et là, donc ça va s'abaisser. Donc la courbe dont on parlait tout à l'heure, alors peut-être qu'il y en a encore une autre, un nouveau variant, etc. Mais là, dans les semaines qui viennent, on va se retrouver avec une augmentation drastique des contrôles, des cas peut-être individuels de confrontation, hein, des citoyens à des contrôleurs de toutes sortes, que ce soit dans le train, au bistrot, même à l'Assemblée demain, hein, pourquoi pas à l'Assemblée, dans les bureaux de vote, hein, je sais pas, peut-être dans les bureaux de vote. On va avoir cet accroissement d'une partie de la population qui va regarder une autre partie de la population, de plein droit, d'après ce que je vois, et en même temps, la dangerosité du virus qui va complètement s'effondrer. Et là, je pense que dans les semaines qui viennent, peut-être qu'on sera à un point d'orgue, alors en tout cas de l'évolution de la Covid, mais ce que je voudrais vous poser comme question, est-ce que vous pensez qu'il y aura des séquelles pour les années à venir, peut-être avec d'autres formes, d'autres syndémies à venir? Est-ce qu'on va rester sur des acquis d'urgence qui vont rentrer dans le droit et dans les pratiques pour avoir un minimum d'assises en vue de prévenir d'autres catastrophes, ou est-ce qu'on va retomber au monde d'avant avec quelque chose de beaucoup plus convivial et sécurisé par d'autres moyens? Est-ce qu'il y aura cette difficulté à prévoir les conditions des mois et des années à venir? Peut-être Laurent pour démarrer, puis après chacun un tour. Je sais pas. J'ai du mal, moi, j'ai toujours du mal à me projeter dans l'avenir. Vous avez une idée, les amis? Enfin, moi, je ne veux pas non plus faire de projection dans l'avenir, mais ce qui est certain, c'est que on est face à un provisoire qui perdure. Ça, c'est une évidence, puisque
depuis le mois de mars 2000, on a eu des régimes d'état d'urgence, d'état d'exception, d'état de crise sanitaire, d'état de gestion de la sortie de la crise sanitaire, etc. Tout ça pour un état d'exception où le droit est complètement cul par-dessus tête. Moi, ça me fait, je vais vous dire franchement, ça me fait penser à la guerre. Et d'ailleurs, le mot de guerre a été prononcé dès le début par le président de la République. Lorsqu'il a dit nous sommes en guerre, c'était pas une figure de rhétorique, un mot en l'air. C'était, je pense, quelque chose de parfaitement pensé, parce que finalement, la guerre, qu'est-ce que c'est ? C'est une situation où l'ordre juridique est totalement bouleversé. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui est crime en temps de paix devient devoir en temps de guerre, tuer, par exemple. Et donc, on a un système qui est en train de se développer de contrôle généralisé. Enfin, moi, ce qui m'intéresse beaucoup par rapport au contrôle d'identité institué par cette fameuse loi sur le laissez-passer vaccinal, c'est que elle va être déférée, si j'ai bien compris, quand même au Conseil constitutionnel, et que le Conseil constitutionnel va devoir nous dire si il a complètement changé de doctrine entre 2011, où il prenait une décision, où il disait non, les fonctionnaires municipaux, les agents de police municipale ne peuvent pas faire de contrôle d'identité parce qu'ils ne sont pas placés sous l'autorité judiciaire, sous l'autorité de la justice, contrairement aux policiers nationaux ou aux gendarmes de la gendarmerie nationale, et que le Conseil constitutionnel va dire, 10 ans après, 11 ans après, va dire, ben non, l'employé d'un restaurant, une serveuse de bar ou je ne sais quel autre préposé d'une structure privée va pouvoir procéder à des contrôles d'identité. Donc on est vraiment en train d'entrer incidemment, insidieusement dans un système qui se met en place quand même sur la longue période et dont on voit mal, hein, là je vais pas faire de prédiction, mais dont on voit mal la manière dont il va pouvoir disparaître du jour au lendemain. Alors après, il pourra y avoir effectivement un sursaut démocratique, je ne sais. Pour l'instant, j'ai du mal à l'entrevoir, hein, mais je ne peux pas non plus faire de prédiction. Juliette Rougier, sur les statistiques et sur les courbes, simplement là, purement de cas, etc. Est-ce qu'on peut avoir une prédiction? Est-ce que les courbes évoluent? On voit bien que ça commence à tendre vers le bas, hein, donc ça diminue. Est-ce qu'on a un point d'orgue qui nous permettra de dire, notamment de façon aussi répétitive, puisque le printemps arrive. D'après ce que j'ai compris, le printemps est un moment où on va avoir les différents virus qui vont dégringoler les cas. Alors je rappelle quand même qu'en mars 2020, on était quand même au printemps et ça avait augmenté, hein, donc des fois des choses contradictoires qu'on entend. Mais est-ce qu'on peut penser que si on n'a pas, bien entendu, nos nouveaux virus très agressifs, non pas en contagiosité mais en létalité, est-ce qu'on peut penser qu'on va vers la fin de cet épisode syndémique, hein, j'ai employé le mot syndémie, on en parlera tout à l'heure avec le CIS. On va dire que moi, je crois plus. Alors là, c'est de la croyance parce qu'effectivement, c'est pas en tant que scientifique qu'on peut décider du futur. Ça, c'est pas notre boulot, a priori. J'aurais plutôt tendance à penser que ça va s'endémiser et qu'on va rester dans des épidémies qui n'en sont pas comme à l'heure actuelle. Parce que vous savez quand même qu'en ce moment, on a une épidémie de PCR, mais l'épidémie du nombre de malades, elle est quand même pas si impressionnante. Enfin, elle en est. C'est une épidémie, mais c'est pas une épidémie débordante. Et donc, a priori, on va voir dans notre registre de... C'est pas moi qui le dis du tout, ça. C'est pas du tout ma compétence, mais ce que j'entends quand même régulièrement, c'est qu'on risque d'avoir un nouveau coronavirus qui va être là et qu'on va vivre avec et que peut-être il y aura une bonne idée à vacciner les gens les plus à risque régulièrement, vu qu'il va muter, vu que c'est un virus à ARN qu'on sait qu'il mute énormément, voire qu'il se recombine énormément, etc. Donc on sait que tous les ans, a priori, on peut faire cette hypothèse que tous les ans, on va le revoir. Mais maintenant, on n'est plus naïf. Donc, je veux dire, les populations ont été touchées dans une proportion qui est complètement délirante et on construit des défenses. Et donc, a priori, on devrait quand même ne plus être étonné. Notre système immunitaire ne devrait plus être complètement affolé quand il rencontre et donc, ça devrait se réguler. Moi, je peux pas vous dire mieux. Je sais que normalement il y a des variants qui apparaissent quand tout le monde est vacciné avec un vaccin qui est sous-optimal, comme on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire des vaccins qui fonctionnent pas, ça fait faire des variants. Donc a priori on aura encore des variants.
c'est pas gênant. Mais je pense que vous savez, déjà 2021, c'était pas des épidémies en nombre de cas, en nombre d'hospitalisations qui étaient très impressionnantes, hein. Enfin, on a eu deux épidémies, mais après, il y a plein de gens qui ont dit ce ne sont plus des situations préoccupantes d'un point de vue épidémique. Et on est peut-être déjà dans cette phase-là, ce qui dissocie du discours. Il y a le discours sur, et il y a ce que pas mal de gens disent, dont des collègues que Laurent il a fait travailler pas mal de fois. Non, voilà, on risque d'être plutôt endémique. Hein, mais... D'accord. Alors, passons aux vœux simplement, puisqu'on est là quand même pour les vœux. Est-ce que du coup vous avez dans votre domaine ou pas un vœu particulier ou des vœux particuliers à prononcer pour l'année 2022? On va recommencer par Laurent. Est-ce que Laurent, on a un vœu à part sortir bien sûr le tome 2 dans le mois qui vient? Est-ce qu'on a d'autres vœux pour cette année 2022? Oui, oui, c'est pas moi, je fais pas des livres pour faire des livres, hein, sinon il y a longtemps que j'aurais changé, parce que j'ai déjà fait quelques-uns. Non, mon vœu fondamental, c'est qu'il se produise à un moment donné un électrochoc qui soit autre chose que que de l'émotion, du dégagisme, comme on dit. Enfin, vous voyez, voilà, parce que c'est évident que ce système tellement bien corseté de propagande qui balance des mensonges tous les jours va finir à un moment donné par s'écrouler. Mais il est évidemment à craindre, je ne suis pas très optimiste, je veux dire, c'est pour ça que je bottais un peu en touche tout à l'heure aussi, hein, mais il est évidemment à craindre que ce soit plus sous forme de rejet global que de quelque chose de suffisamment réflexif pour précisément bien nous préparer aux prochaines épidémies qui font partie de la vie, encore une fois. Hein, beaucoup de gens ont semblé découvrir ça, mais voilà, et ça, je ne suis pas très optimiste de ce point de vue-là. Il y a plusieurs choses qui ne me rendent pas très optimiste. La première, c'est l'incapacité des partis politiques, des syndicats, des forces politiques de manière générale, leur incapacité à structurer un petit peu une analyse globale de ce qui se passe. On voit un tel qui réagit, ah, là c'est trop, là c'est ceci. On voit des individus, tout à fait, mais on ne voit pas de groupe, on ne voit pas quelque chose de collectif. Ça, c'est quand même un gros problème. Et en ce qui me concerne en plus, et en ce qui concerne une bonne partie d'entre nous, des gens qui sont sensibles en particulier à la gauche politique, le désert qu'on voit à ce niveau-là est quand même fait un petit peu froid dans le dos. Hein. Ça va être compliqué quand même Bon, il y a ça, mais il y a même aussi des raisons, purement médicales et sanitaires, hein, qui personnellement m'inquiètent. Je pense que pour l'instant, on n'a pas du tout commencé à tirer les leçons. On n'a même pas commencé. On n'a même pas fait de vrai bilan dans aucun domaine. Et je suis persuadé qu'on aura beaucoup de surprises qui vont arriver quand les choses vont pouvoir se dire tranquillement, y compris sur l'impact de ces vaccinations répétées et qu'on veut systématique sur des personnes qui n'en ont pas du tout besoin, sur les jeunes, sur les enfants, etc., sur des personnes dont, au contraire, la robustesse du système immunitaire est la base, notre première ligne de défense collective face à tout ça. Le jour où on va peut-être commencer à avoir, y compris des dégâts sur les systèmes immunitaires. Enfin, voilà, moi je suis un petit peu inquiet quand même. Je m'excuse de que vous me posez la question. Mais je comprends que c'est pas forcément facile. Alors, on parole maintenant à Clément Schuller, donc vœux quand même pour 2022. Écoutez, je n'avais pas compris que c'était une émission de vœux, mais bon, je vais essayer d'être positif et d'être optimiste. Je pense que les vœux qu'on pourrait faire quand même, c'est que les institutions, et en particulier les institutions qui ont vocation à jouer un rôle de contre-pouvoir, je pense justement au Conseil constitutionnel dont je parlais tout à l'heure, je pense au Conseil d'État, je pense à l'institution judiciaire, évidemment, puissent reprendre leur rôle de contre-pouvoir. Parce que ça fait partie de la démocratie, c'est même le fondement même de la démocratie. La démocratie, c'est deux piliers, le vote populaire d'une part et l'existence d'institutions de contre-pouvoir dans le cadre d'un système de séparation des pouvoirs. Et on est obligé de constater que depuis 2 ans, ce système ne fonctionne plus correctement. Le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ont marché vraiment comme des institutions de validation de toutes les décisions qui ont été prises au niveau du pouvoir exécutif. Je ne parlerai même pas du Parlement, j'estime que je ne suis pas qualifié pour en parler. Donc voilà, donc je pense que le vœu principal qu'on peut faire, c'est que la démocratie reprenne ses droits, que ces institutions de contre-pouvoir reprennent leurs droits, sans quoi il y a de quoi être très pessimiste sur l'évolution de la situation.
Et je pense que ce qu'on peut appeler de nos vœux, c'est une évolution pacifique de la situation, c'est que la situation ne dégénère pas vers de la violence. Et je pense qu'il n'y a qu'à cette condition de restauration du fonctionnement des institutions démocratiques qu'on pourra sortir de manière pacifiée de cette situation de crise assez inédite tout de même. Merci pour ces vœux. Donc on terminera par Juliette Rougier. Est-ce que vous avez des vœux à formuler? Oui, alors le mien, il est plus micro, c'est-à-dire j'aimerais qu'il soit de nouveau possible de parler entre individus. Pas Bien. forcément d'accord, et d'être capable d'écouter des arguments et de ne pas se mettre à baver dès que le mot, par exemple, Laurent Mukieli est prononcé. Parce qu'il y en a, ça les fait enrager. Et je ne comprends pas très très bien la situation dans laquelle on est, où il y a vraiment des réflexes intellectuels qui sont devenus... alors, tu appelles ça doxa, moi j'appelle ça des packages idéologiques aussi. Voilà, si on dit un mot, alors on est associé à un ensemble et on doit penser ça entièrement. Et si on est de l'autre côté, on pense ça entièrement. Sinon, on n'a pas le droit. J'aimerais juste qu'on retourne un peu dans de la complexité, de la subtilité, de la définition des mots. Clairement, voilà, toutes ces choses qui bon, nous rendent un peu intelligents collectivement, normalement, quoi. Voilà. Eh bien, merci, un grand merci à vous. Donc, je rappelle aussi que cette partie d'émission va être donc scindée pour qu'on puisse effectivement la revoir en intégralité à l'intérieur, donc de façon isolée des deux autres séquences qui vont suivre, les trois autres séquences qui vont suivre. Et donc là, on va faire donc merci à vous, merci d'être venu. Certainement une prochaine fois, puisque à la sortie du tome 2, je pense qu'on refera quelque chose pour voir un petit peu l'évolution. Et donc, écoutez, merci. Alors, je vous rappelle qu'à la fin, effectivement, vous devez donc quitter le studio pour permettre aux autres invités de la deuxième séquence de pouvoir nous rejoindre. Merci à vous et bonne continuation. Merci Très bien, beaucoup. merci beaucoup. Merci, au revoir.